Elle est là, sur le canapé bleu. On dirait qu'elle rentre des courses. Elle n'a même pas quitté son chapeau. Bien calée dans le moelleux du pastel, les jambes bien étirées, le bouton de veste défait pour ne pas trop serrer. Ce pastel m'a toujours intrigué et séduit, bien davantage que les grands nus scandaleux qui lancèrent la carrière du peintre, peut-être par ce qu'il dégage d'intime et d'apaisé. Avant de connaître la vie de Manet, je l'imaginais comme une œuvre de vieillesse, réconciliée. En fait, le portrait date de 1874. Manet n'a que 42 ans, mais déjà affaibli par la maladie, il ne lui reste que 9 ans à vivre et à peindre. « 24 ans plus tôt, les parents Manet font donner des cours de piano à Édouard et à son frère Eugène pour parfaire leur éducation bourgeoise. Édouard a 18 ans, la jeune professeure 20. Coup de foudre immédiat. Elle entre dans sa vie et bientôt dans sa peinture. Au début des années 60, quand la grande affaire de Manet devient de peindre un nu, c'est elle qu'il choisit pour modèle. Une nymphe surprise, cristallisation dans l'esprit de l'artiste de son goût pour Rubens, de l'origine batave de la future Madame Manet, née Linhof, et de son prénom prédestiné, Suzanne. Une Suzanne donc, mais qui nous regarde nous, et pas les vieillards, Manet nous livrant par là, en un acte fondateur, l'un des ressorts de son œuvre, le voyeur, c'est nous. 1862, La pêche. Hommage à Rubens. Son paysage avec arc-en-ciel et son parc du château de Staines. Rubens s'y était représenté avec sa compagne. Manet se met en scène avec Suzanne en costume 17e dans l'île de Saint-Ouen, tout près de la propriété familiale de Gennevilliers. Manet en profite pour repérer de quoi nourrir les fonds du futur déjeuner sur l'herbe. La barque, le geste d'un pêcheur qui deviendra geste de la baigneuse. 1862 encore, Manet, toujours tout à l'idée du grand nu qui lancera sa carrière, réalise aussi cette étude préparatoire, toujours avec Suzanne. On y trouve le peintre aux prises avec la position d'une servante qui annonce cette fois Olympia. Et voici qu'apparaît un nouveau modèle. Victorine Meurant, ici en costume d'espada. Victorine a 18 ans, Manet en a maintenant 30, et Suzanne 32. Zola, qui s'inspirera de Victorine pour le personnage d'Irma Bécot dans l'œuvre, la décrit déboulant dans l'atelier, se campant devant un tableau inachevé du maître et lui balançant au visage. Cette femme nue dans l'herbe, dites donc si je pouvais vous être utile. Une femme est donc déjà là, inachevée, sur la toile, au moment où Victorine pénètre dans l'atelier. Et cette femme, ce ne serait pas Suzanne ? Adolphe Tabarant, auteur du premier catalogue raisonné des œuvres de Manet, nous assure que non. La poseuse originelle n'est pas, nous dit-il, comme on l'a cru un moment, Suzanne. Pourtant, la composition du groupe, très familiale, pourrait le faire accroire. Juste aux côtés de la femme nue, Ferdinand Lenhof, le propre frère de Suzanne. En face, de profil, un hybride des frères Manet, Eugène et Gustave, qui ont posé alternativement pour le rôle. Alors, effacée, passée au savon noir, Suzanne, recouverte par Victorine, qui, enchaînant avec Olympia, donne définitivement son corps au peintre et au scandale qui va le lancer. Zola, dans sa défense du déjeuner sur l'herbe, argue que la nudité de la jeune femme n'est pas là pour choquer le bourgeois, mais pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Quitte à repeindre un peu de chair, Manet préfère donc désormais celle de Victorine. La vieille garde, Théophile Gautier en tête, critique le chétif modèle.
Un siècle et demi plus tard, la biographe Beat Brumbert, porte-parole de la génération minceur signée Photoshop, croit devoir excuser le pli peu idéalisé du ventre de Victorine par le souci, résolument moderne, du naturalisme. Pierre Dex, dans son Manet, nous livre la clé du débat, en soulignant la sensationnelle singularité, pour les contemporains, du nouveau modèle, un corps de femme en même temps maigre, au goût de l'époque, et boulotte, avec, ô horreur, les genoux qui saillent. En somme, le choix de Victorine ne serait qu'une question de forme, le choix d'un étrange oxymoron entre la rondeur classique et l'os romantique. Mais voici avancée une autre explication. Suzanne est devenue la très légitime épouse du peintre le 6 octobre 63. Une bague de mariage qui, coincée entre la composition et l'accrochage du déjeuner sur l'herbe et d'Olympia, pourrait presque passer pour une compensation. Madame Manet ne pourrait évidemment pas être de la partie carrée, comme Manet appelait très plaisamment le déjeuner dans ses carnets, ni incarner la femme au chat, dont le titre définitif Olympia évoque pour l'amateur Olympe, la courtisane de la dame aux camélias, et à sa suite, ajoute Dex, les héroïnes des stéréoscopies cochonnes de l'époque. Ni subir les hommages un peu particuliers d'un Paul Valéry, célébrant dans son triomphe de Manet la vestale bestiale qui donne à rêver aux travaux de la prostitution. Quand la substitution s'est-elle produite? Quand Suzanne a-t-elle laissé à Victorine sa place au centre de l'œuvre que Manet est en train de tisser? Une analyse au rayon X a montré que Mademoiselle Victorine en costume d'espada avait été peint par-dessus une femme nue assise. Alors cette femme nue-là, déjà Victorine? Ou encore Suzanne, recouverte par la nouveauté? Entre 62 et 67, Manet va consacrer 7 toiles à Victorine. Les critiques modernes célèbrent son charme populaire, son indépendance, voire son impudeur. Pour Beat Brumbert, la fille d'ouvrier élargit l'éventail des sens du peintre. La fille d'ouvrier au charme populaire tutoie Manet et l'enchante par son langage déboutonné qui doit le changer des salons bourgeois. Elle parle de lui amener un jour à l'atelier une fille de colonel élevée au couvent. Il faudrait que tu la traites comme quelqu'un de la haute et que tu ne dises pas de cochonneries devant elle. Manet promet. Victorine la fait entrer et lui balance aussitôt. Monte ton Casimir à monsieur. Elle pose aussi pour Alfred Stevens, passant d'un atelier à l'autre. Est-elle la maîtresse de Stevens, de Manet, des deux? Cela le croit. On n'en attendait pas moins de lui. Il filtrera bientôt dans Paris des indiscrétions sur les relations intimes qui se sont rapidement établies entre le peintre et son modèle, nous confirment les meilleurs biographes. En tant que peintre, en tout cas, Victorine préfère Stevens, alors au sommet de sa gloire. L'image qu'il se fait d'elle, en sphinx parisien, lui paraît peut-être au fond plus gratifiante. Et c'est la rupture avec Stevens qui va conduire Victorine à quitter Paris en 67 pour un voyage aux Amériques qui l'éloignera un temps des ateliers parisiens. Si Stevens clôt provisoirement l'histoire de Victorine, c'est aussi à lui que revient le privilège d'ouvrir l'histoire de Berthe. Il offre, bon passeur, à Manet un tableau la représentant. Manet l'accroche dans son atelier, le tableau n'en bougera plus. Pourtant, les sœurs Morisot, Berthe et sa sœur préférée Edma, Manet les connaît déjà. Proscrite de l'école des beaux-arts qui n'admet pas les femmes, tout juste tolérée dans quelques ateliers, les modèles y posent alors en caleçon pour ménager la morale, les sœurs Morisot se sont depuis longtemps transportées avec pinceaux et chevalets au Louvre, où elles sont connues comme le loup blanc. Duranty les fait même apparaître dans sa nouvelle Le peintre Louis Martin, écrite en 1863, sous le travestissement transparent des demoiselles Chapuzot. Fantin Latour les présente à Manet alors qu'elles sont occupées à copier un tableau de Rubens, comme on se retrouve. Sur le coup, Manet ne paraît pas plus remué que ça. Il écrit même à Fantin Latour avec une muflerie de bon goût: les demoiselles Morisot sont charmantes. C'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ces gâteux.
biographe nous rappelle que Berthe est l'arrière-petite-nièce du grand Fragonard et que sa grand-mère paternelle a posé pour le fils du maître. Déterminisme de l'hérédité qui aurait ravi Zola, le revoilà. Berthe devient le nouveau modèle favori. De 1868 à 1874, Manet lui consacrera 11 huiles. Chez les peintres, l'importance des modèles se mesure au nombre d'huiles. Suzanne ne se rend par principe jamais à l'atelier, en tout cas jamais sans l'annoncer, pour éviter d'intempestives rencontres. Madame Morizot-Maire assiste bien, en chaperonne obligée, aux poses, mais elle ne fera jamais de confidence. Le seul témoignage dont nous disposons sur ces longs moments passés ensemble à l'œuvre vient de Berthe elle-même. Je n'oublierai jamais les anciens jours d'amitié et d'intimité avec lui, alors que je posais pour lui et que son esprit charmant me tenait en éveil de longues heures. Pour se dédier entièrement à Manet et aux séances de pause du balcon, Berthe ira jusqu'à délaisser pendant plusieurs mois son propre travail. Elle s'en justifie délicieusement, ingénument à sa sœur Edma. Je lui trouve décidément une charmante nature qui me plaît infiniment. Et surtout, il m'a dit que je lui portais bonheur. Le balcon. Antoine Guillemet, raide comme un piquet. La violoniste Fanny Klaus, que même la douce Françoise Cachin ne peut s'empêcher de qualifier d'un peu godiche. Fanny Klaus, encore assise dans ce tableau préparatoire, mais qui a dû finalement céder sa place à Berthe. Tout est là. Le secret, le détachement de ce personnage qui fait bande à part du reste du tableau, de ce modèle qui, pour une fois chez Manet, ne nous regarde pas. Dex, en bon marxiste, souligne que loin de Victorine, la fille d'ouvrier, Berthe appartient, elle, à la meilleure bourgeoisie. Cette fois, c'est son propre milieu qui apporte à Manet un modèle d'une beauté singulière qui le captive et le bouleverse. L'épreuve n'en est que plus périlleuse. Laissons le mot de la fin à Berthe qui, du retour du salon, écrit à sa sœur Edma avec une pointe de satisfaction amusée. Je suis plus étrange que laide et il paraît que l'épithète de femme fatale a circulé parmi les curieux. Au-delà des mots ne restent que les signes, que chacun s'en ira chercher dans les tableaux. Il y a ce repos, dont l'étonnant déhanché a questionné les connaisseurs, au point de les décider à faire subir une radiographie au tableau qui révèle au fil des pauses et des étapes successives de l'œuvre une Berthe de plus en plus relâchée. Il y a cet éventail derrière lequel Dominique Bonnat, biographe officiel de Berthe, croit discerner un regard de braise à travers la dentelle. Il y a cette pause que Manet juge de lui-même si lascive qu'il finit par recadrer le tableau, ce qui n'empêchera pas l'historienne Béatrice Farwell d'écrire qu'il y représente Berthe comme si c'était sa femme. Madame Manet appréciera, ou mieux, nous dit-elle, comme une femme de harem idéalisée. Et puis, bien sûr, il y a l'affaire des violettes. Dans La femme au perroquet, c'est Victorine qui tenait le bouquet. Les revoici. 2 tableaux, Berthe Morizot au bouquet de violettes, qui doit son nom aux fleurs éponymes profondément nichées dans le corsage du modèle, et le bouquet de violettes, le même bouquet, sur le sol de l'atelier. Berthe essaiera à tout prix, mais en vain, d'acheter le premier à la mort du peintre. Quant au second, Manet l'offre à Berthe, le portrait terminé. Cadeau de Manet à Berthe, ce tableau garde à jamais un parfum de mystère, écrit délicatement Dominique Bonnat. De là à donner une exhalaison plus corsée à ce bouquet abandonné pour en faire un trophée pour le peintre ou le chiffre de l'infortune pour sa malheureuse épouse. Ou comme ce farceur de Magritte, emmasqué irrespectueusement Berthe après l'avoir assise au balcon pour l'éternité. 1869. Le harem s'agrandit avec l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire, Eva González. C'est encore Alfred Stevens, dont l'entre-Jean joue décidément un rôle décisif dans la catharsis artistico-amoureuse de Manet, qui les présente. Elle souhaite prendre des cours de peinture. S'essouffle habilement Stevens à son ami, une vraie Maya au tempérament de feu, qui ne mesure pas à quel point elle est sensuelle. Pour Manet, dont le balcon rendait hommage au Mayan el Balcón de Goya, ces mots choisis de Stevens valent sésame. Eva González sera la seule et unique élève du maître.
Elle a 20 ans, Berthe 28, Manet 37, Suzanne, pour mémoire, 39. On ne voit plus qu'elle à l'atelier, persifle ou soupire Berthe. Il faut reconnaître qu'Eva est bonne élève, allant parfois dans ses tableaux jusqu'à l'imitation. Son clairon ressemble d'ailleurs comme un frère au fifre du maître, si l'on met de côté la taille de l'instrument, plus avantageuse ou plus flatteuse chez l'élève. Manet poussera d'ailleurs plus tard jusqu'au bugle. Manière de récompense ? Manet l'a fait poser au travail devant son chevalet, privilège et reconnaissance d'artiste à artiste refusé à Berthe, qui ne pourra compter que sur sa sœur pour la peindre en situation. Berthe en est verte, consumée de jalousie. Elle écrit à Inma « Manet me fait la morale et m'offre cette éternelle Mademoiselle G comme modèle. » Heureusement, le portrait n'avance pas, Berthe tient sa vengeance. À Inma toujours. Elle pose tous les jours et le soir sa tête est passée au savon noir. Éternel savon noir que les femmes de Manet semblent se passer comme un mystique gris. Le même savon noir, suspecté d'avoir effacé Suzanne du déjeuner sur l'herbe pour faire place nette à Victorine, semble cette fois s'acharner sur le minois de Mademoiselle G. Malédiction des visages chez Manet. Dans Zola, le peintre inspiré de Manet habite rue de la Femme sans tête. Berthe à sa sœur Edma. Il me dit en être à la 40e séance, et la tête est à nouveau effacée. Il est le premier à en rire. Si Manet en rit avec Berthe, tout n'est pas perdu. Et la famille Morisot fait bloc. Edma témoigne maladroitement de sa solidarité sororale. Manet a pris Mademoiselle Gonzalez bien au-dessus de sa valeur. Nous avons, ou plutôt tu as, autant de talent qu'elle. Un an plus tard, Madame Morisot vise sans doute plus juste. Mademoiselle Gonzalez a enlaidi. Dans le fifre récit romanesque, l'écrivain franco-cubain Eduardo Manet évoque l'existence d'un enfant caché, né en 71, des amours d'Eva et de son professeur de peinture. Il croit, ou imagine, reconnaître l'enfant dans des œuvres postérieures d'Eva, en particulier dans un tableau « Miss et bébé ». Récit, roman, Manet-Édouard vient justement d'adopter début 71 pour en tête de son papier à lettres la devise « Tout arrive ». Et Eva disparaît. Berthe reçoit la visite impromptue du maître à son atelier, qui lui fait, contemplant ses tableaux, la plus douce déclaration qu'elle puisse souhaiter entendre. C'est décidément mieux que l'Eva Gonzalez. La parenthèse est refermée. Il était temps. Berthe glissait doucement vers l'anorexie. Du coup, Berthe avoue à Inma son envie de poser à nouveau, qu'elle formule avec un délicieux sens de l'antiphrase. Manet me trouve de nouveau pas trop laide et voudrait me revoir comme modèle. S'il ne me le demande pas, c'est moi qui lui proposerai. La séquence Berthe, suspendue par l'intrusion de la jeune rivale, reprend. Peintre et modèle se redécouvrent. Berthe, le visage encore masqué par une voilette. Berthe, plus assurée, qui tente même le bout d'un soulier rose, ou s'enhardit à proposer au peintre une cheville. Et Suzanne dans tout ça. Cette fois-ci, la concurrence l'a fait disparaître du paysage et personne ne semble s'en soucier. Seule Madame Morisot semble l'intégrer dans cette nouvelle partie. Au plus fort de la période Gonzalez, elle décrit une Suzanne souriante, s'amusant du triomphe d'Eva, recommandant à Berthe de donner des nouvelles. Une lettre plus tard, il a reproduit sa femme. Je crois qu'il était bien temps. C'est que Madame Morisot a d'autres idées en tête. Edma mariée et bientôt mère, son unique souci reste de marier la cadette, qui, écrit-elle à Edma, ne trouvera pas à se caser comme tout le monde, ajoutant qu'il vaut mieux se marier en faisant des sacrifices que de rester indépendante dans une position qui n'en est pas une. La mort de M. Morisot précipite les événements. Manet, toujours grand historiographe de son petit monde, fixe l'image d'une Berthe en deuil, défaite, qui écrit bientôt à sa sœur qu'elle renonce à des chimères qui ne la rendaient pas bien heureuse et se résout à épouser
Eugène, le frère d'Édouard. Eugène, Édouard, physionomie proche, même rousseur, mêmes initiales. Eugène opère une timide approche auprès de Madame Morisot, qui en rend compte à Berthe. Il m'a demandé tes nouvelles d'un ton très aimable. Au bout d'un instant, ses yeux luttaient contre le sommeil. Les Morisot, Madame Mère et Berthe, et les Manet, Madame Mère et Eugène, passent l'été en famille à Fécamp pour mettre au point le mariage. Édouard reste pudiquement à l'écart des négociations. Il passe l'été avec Suzanne à Argenteuil et goûte au plaisir du canotage. Sublime chassé-croisé, son frère prend pour femme son modèle. Il prend pour modèle le frère de sa femme, Rodolphe Lenhoff. Dans le dernier tableau qu'il fera d'elle, portrait de Berthe Morisot à l'éventail, Berthe semble brandir son alliance qui rejoint ainsi dans la narration familiale et la politique des signes, toujours mêlée de Manet, la bague qui apparaissait au doigt de Suzanne. Par un sens tout particulier des convenances, Édouard renoncera à peindre Berthe après son mariage. C'est la même année qu'il peint Suzanne dans son canapé bleu. Mais la ronde des modèles continue. Alice Le Gouvet, encore un modèle d'Alfred Stevens. Elle pose pour le linge. Madame Le Gouvet y met beaucoup de bonne volonté, confie Manet à son ami Mallarmé, sans s'épancher davantage. La même, sans linge cette fois, mais toujours beaucoup de bonne volonté, pour ce que Tabaran nomme une académie. Le peintre s'y reprenant à deux fois, esquisse et peinture. Et l'histoire qui se répète. Cette fois, c'est Méry Laurent qui déboule dans l'atelier et s'exclame, en découvrant le linge, justement, « Mais c'est très bien, ça !» Méry a débuté sa carrière artistique dans Le Roi Carotte d'Offenbach. La mode est aux féeries peuplée de figurantes dont les costumes laissent plus que suggérer les émouvantes plastiques. Des variétés au théâtre de l'ambigu, elle n'a pas tardé à attirer l'attention des connaisseurs. Dans un article du Figaro, un chroniqueur la cite parmi les révélations de la saison théâtrale, qu'il nomme avec beaucoup de finesse les nouvelles regrues de la scène parisienne. C'est elle que Zola, de retour, choisit pour modèle quand il décrit les débuts de Nana en Vénus aux variétés. Manet la tutoie. C'est à son tour de camper dans l'atelier. Elle traîne Manet chez les meilleurs modistes. Tous les chapeaux de Madame Viraud rue de la Paix y passent. 7 pastels, rien qu'en 82. Méry à la voilette, Méry au grand chapeau empenné d'or, Méry à la toque de loutre, à la petite toque, au chapeau fleuri, et même nu-tête. Et s'il l'a peint chaudement vêtu, saison oblige, dans une pelisse signée Worth pour l'automne, il n'hésite pas à la mettre, le temps d'un pastel, dans un de ces tubs que Manet fait entrer en peinture et que popularisera définitivement Degas. George Moore, dans ses Confessions d'un jeune homme, nous représente le docteur Evans, le riche protecteur de Méry, se faisant éconduire pour cause de migraine. À peine sortie, elle enlève le peignoir qui cachait sa robe de bal et avec son mouchoir fait signe à Manet en faction au coin de la rue. Topographiquement, on dirait du Pérec. Méry est à la fenêtre de son bel appartement du premier étage, Manet au coin de la rue, donc, Evans dans l'escalier, et Mallarmé pourrait suivre toute l'action du modeste logement qu'il occupe au 4e. Quelques instants plus tard, Evans croise Méry en grand équipage, cinglant vers l'opéra au bras de Manet. Evans bouda 3 jours pleins, note consciencieusement George Moore. Est-ce sa condition de femme entretenue qui la protège moins que d'autres? On la sait maîtresse de Manet puis de Mallarmé. Tous deux assiègent sa nouvelle demeure, la villa des Talus. Le peintre l'appelle le gros oiseau et le poète, toujours aussi méticuleux dans le choix du mot, mon petit pan.
Et encore, Nina de Callias, bonne amie de Manet et de Mallarmé, elle aussi. Décidément, comme si Mallarmé avait remplacé Stevens dans le par à deux que Manet semble mettre dans ses affaires. Elle pose d'ailleurs sur le même fond japonisant que le poète, à ceci près, note les mauvaises langues, qu'il est semé de grues, Tabaran fait mention pudiquement d'ibis dans le plan large de Nina, volatile soigneusement mis hors champ dans le plan serré de Mallarmé. Beat Brumbut souligne la pose à l'anguille, le costume nord-africain, qui évoque immédiatement le harem. On n'en sort pas. Le tableau sera acheté dans une vente publique par Berthe Morisot. Sincère admiration ou volonté de s'arroger une fois pour toutes, dans l'œuvre du maître, le monopole du très suggestif éventail, si chargé de sens dans la cabalistique amoureuse des peintres, et que Manet épinglait ici à profusion au mur avec une frénésie sérielle, toute obsessionnelle. Charles Cros veut immortaliser la séance de pause par un article. Manet l'illustre d'un portrait beaucoup plus gratifiant de Nina, décemment rhabillée, le visage rajeuni. Il a effacé du fond les ibis grues et rajoute au final un éventail, du japonisant, avec une figure dont les traits et le chapeau à bride évoquent furieusement un autre modèle. Mais aujourd'hui, c'est elle qui pose, Madame Manet. Le bras droit replié sur la coudoir, elle fait son Olympia. Si, comme l'a écrit un critique fétichiste, l'âme chez Manet s'est réfugiée dans un joli soulier de cuir rouge, Madame Manet donne en offrande à l'âme de son mari ces petits vernis bien alignés, qui viendront rejoindre dans la collection des chaussures du peintre, le soulier de cuir rouge du bal donc, mais aussi le soulier de cuir vert du bar, les mutines bottines que Manet sous les guéridons lutinent, le petit soulier rose qui dépasse, on l'a vu, mais avec une rare indécence d'après les critiques, de la robe noire de Berthe, la mule de satin rose que Berthe, en digne descendante de Fragonard, se laisse aller à faire danser du bout du pied, dévoilant plus que sa cheville, corrige Dex, un mollet, sans oublier bien sûr les obscènes mules défaites d'Olympia. C'est qu'heureusement elle n'est pas jalouse, Madame Manet. Son mari de peintre est, nous dit-on, homme à bonne fortune. George Moore le décrit, cette tournure, ces épaules carrées qui se balançaient, et la taille élancée, et cette figure, ce nez, devrais-je dire, ressemblant à un satyre. En 53, un an à peine après que Suzanne ait donné naissance à un petit Léon, le voici en goguette à Venise avec son frère Eugène et le futur président du Conseil, Émile Ollivier. Il y poursuit, nous dit-on, les Vénitiennes, un dictionnaire franco-italien à la main. En 64, un an après son mariage, il file tout seul en Espagne. Il laisse Suzanne plus d'un mois sans nouvelles. Son ami Antonin Proust décrit Manet apercevant une jeune femme sortant d'un cabaret louche, une guitare à la main. Il alla droit à elle et lui demanda de poser pour lui. Elle se prit à rire. « Je la repincerai », s'écria Manet. Ou même il raconte un autre échec. « Ah, les femmes, j'en ai rencontré une rudement bien sur le pont de l'Europe. Je la ferai de souvenir. » Un jour, Manet suit une jeune fille mince et coquette. Sa femme, qui passe par là, tout à coup le rejoint et lui dit d'un bon rire. « Cette fois, je t'y prends. »« Tiens, dit-il, c'est drôle. Je croyais que c'était toi. » C'est vrai qu'elle est placide, Madame Manet. Et puis les artistes, elle sait ce que c'est. Son frère Ferdinand est sculpteur, son autre frère Rudolf, peintre. Certes, elle n'est pas peintre elle-même, comme Berthe ou Eva, mais elle joue du piano. Les femmes de Manet sont musiciennes. Berthe a suivi les cours de piano qui font partie intégrante de l'éducation d'une jeune fille bien née. Victorine joue de la guitare. Nina est bonne pianiste. Eva se débrouille. Et Mary pousse bravement la note. Mais Suzanne, elle, est, nous dit-on, virtuose. Baudelaire dira d'elle « Il me paraît difficile de ne pas aimer son caractère autant que ses talents. » Et quand, en 67,
Syphilitique au dernier degré, aphasique et paralysé, il réclamera en vain à Nadar la visite de l'ami Manet. C'est Suzanne qui viendra chaque jour à la clinique hydrothérapique Chaillot lui jouer encore quelques morceaux de Wagner qu'il vénère entre tous. Même Madame Morisot lui reconnaît une façon particulière d'interpréter Chopin avec ses petites mains au toucher très doux. Ces petites mains ne manquent pas de travail dans le milieu bourgeois que fréquente le couple Manet. Entre les lundis concertants de M. de Gall, banquier, père du peintre, les mardis de Mme Morisot, les mercredis de Mme Alfred Stevens et bien sûr les jeudis de Mme Manet mère. C'est Suzanne qui introduit dans ses soirées le jeune néo-wagnérien Emmanuel Chabrier, encore expéditeur surnuméraire au ministère de l'Intérieur, qui y exécute bientôt dans des galops endiablés la danse macabre de Saint-Saëns, avant de faire reprendre par toute la bonne société parisienne les couplets équivoques du Pal. Chabrier va lui dédicacer d'ailleurs, juste un an avant le canapé bleu, sa première grande composition pour piano, l'impromptu en do majeur, et restera un indéfectible ami. Lorsque Manet revient à Venise, cette fois avec Madame, en 75, le peintre Charles Taucher organise avec Suzanne un petit complot. Alors qu'ils se promènent tous trois nuitamment en gondole, Suzanne feint un malaise. Il se transborde aussitôt sur une barge un peu plus confortable. Taucher y a dissimulé sous des couvertures un piano. Arrivé devant San Giorgio Maggiore, une mélodie s'élève. Suzanne s'est mise à jouer une romance de Schumann. Manet avouera plus tard avoir éprouvé là la plus délicieuse impression de son séjour. Mais le préféré de Manet, c'est Haydn. Et dans un entretien consacré au peintre, Philippe Soler s'imagine déjà, les pavillons émoustillés d'avance, Madame Manet jouant quelques sonates le soir sur le Erard de mi-queue du salon à l'artiste harassé. En 1870, quand la guerre puis la Commune séparent le couple, Manet a envoyé toute la famille à l'arrière, le peintre adresse à Suzanne de tendres lettres. Comme le temps me paraît long, comme je passerai de longues soirées près de toi maintenant, ou j'ai ton portrait pendu dans tous les coins de ma chambre. Ou encore la plus belle déclaration que puisse faire l'artilleur engagé volontaire qu'il est devenu le temps de la défense de Paris. Je donnerai l'Alsace et la Lorraine pour être près de toi. Avant d'ajouter, comble de l'innocence, malice diabolique ou lapsus suprême, que les sœurs Morisot, toujours au front à Paris, aimeraient bien être à ta place. Quant à Suzanne, c'est de Nitis encore qui écrit d'elle. On sentait dans ses moindres mots la passion profonde qu'elle avait pour son enfant terrible et charmant de Marie. Et puis il faut bien parler de Léon. Léon Édouard Coëlla, né le 29 janvier 1852, le fils de Suzanne, jamais reconnu par Édouard, au point de faire courir la folle légende selon laquelle c'est Manet père qui aurait engrossé la professeure de piano. L'historienne d'art Nancy Locke a construit toute une lecture psychanalytique de l'œuvre de Manet sur cette base. Bede Brumbett prend la peine de démonter l'hypothèse dans sa biographie à coups d'arguties spécieuses. Pêle-mêle, c'est la mère de Manet et non son père qui a recruté Suzanne en 49. La liaison entre Édouard et Suzanne date de 50, soit de 2 ans avant la naissance de Léon. Auguste Manet, le père, était juge des affaires parentales, donc incapable, par morale, par prudence, de commettre une telle ignominie. Mais on ne peut jamais tordre le cou à une rumeur. La nymphe surprise à nouveau, jamais montrée à Paris du vivant du peintre, mais présentée quand même en public, loin à l'abri des regards de ceux qui pourraient identifier le modèle à Saint-Pétersbourg en 61, sous le titre « Nymphe et satire ». Manet y a en effet ajouté in extremis un personnage dans le coin gauche. La famille fera retoucher le tableau post-mortem pour chasser ce satyre qui rôde derrière Suzanne dans les bosquets
Mais un tel repentir familial, loin de rétablir définitivement la dignité de la veuve, aura toujours passé pour l'escamotage d'un terrible secret. Léon, c'est le polichinelle que Manet place sur le projet de couverture d'un recueil d'eau-forte destiné à être publié à la veille de son mariage. Pour des raisons techniques, nous dit-on, Polichinelle disparaîtra de la couverture définitive et la dernière trace de Léon, une eau-forte de l'enfant à l'épée, du recueil. Pourtant, Léon ne le cache pas vraiment. Quand Suzanne et Édouard se mettent en ménage au Batignolles, on vient y déjeuner régulièrement en famille. Mais même après leur mariage, Léon sera toujours officiellement présenté comme le petit frère ou le filleul de Suzanne. Ce que Dex qualifie de camouflage victorien a longtemps amené, consciemment ou non, Manet à se perdre ou à nous perdre avec l'âge de son fils beau-frère. Le voici à 16 ans, jouant aux bulles de savon. Françoise Cachin le trouve joliment un peu grand de lait pour se livrer à de tels enfantillages. Mais le sommet du brouillage est atteint avec la lecture. On a longtemps pensé que le tableau avait été peint en 1868. Du coup, Pierre Dex a pu voir dans ce portrait gratifiant de Suzanne une sorte de compensation familiale au balcon sur lequel, à la même période, Manet passe des heures avec Berthe. Jamais, écrit-il, Manet n'a aussi bien enjolivé son épouse. L'effet de contre-jour, rarissime chez Manet qui privilégie plutôt la crudité, voire la cruauté de la lumière, renforce effectivement ici la douceur du visage. En fait, le tableau était peint en 2 temps. Le portrait de Suzanne date de 1865. L'ajout de Léon, tenant un livre à la main et donnant par là même son titre à l'œuvre, date de 1873. Manet fait donc se juxtaposer dans le même espace Suzanne en 65, à 35 ans, et Léon, qui ne rajeunit pas pour raccorder, en 73, à 21. Leur différence d'âge réduite de 8 ans, Léon et Suzanne apparaissent côte à côte comme d'improbables mère et fils, mais comme de très crédibles frères et sœurs. Léon, le jeune dandy du déjeuner dans l'atelier. Seul tableau, avec le vélocipédiste, on peut y ajouter des études, dont Léon soit le sujet. Mieux, dont Léon soit, sur la toile, la projection du peintre, comme si seul un geste pictural pouvait permettre à Manet d'assumer la filiation qu'il dénie. On se déchire encore sur l'identité de la femme peinte à l'arrière-plan de ce nouveau déjeuner. Pour d'aucuns, il ne peut s'agir que de Suzanne. D'autres affirment que c'est Madame Manet mère. Le personnage, ou plutôt la figure, tient un peu de la mère, un peu de la servante. La cruche accessoire pourrait renvoyer à la conjugalité de Suzanne. L'attention déférente portée à un homme qui lui tourne le dos trahirait plutôt Madame Manet mère. Servante, mère, comme si Manet, sous le masque de Léon, nous livrait là son idéal domestique. Rien de plus 19e, rien de plus bourgeois au fond, et Manet en est un, que cette fidèle mère et épouse d'un côté, et la noria des maîtresses, ancienne ou présente, le harem, virtuel ou pas, de l'autre, qui n'hésitent pas, telle Victorine Meurant et Alice Le Gouvet, l'Olympia et le linge, à faire ensemble une partie de croquet sous le regard d'Alfred Stevens, ou qui se retrouvent, comme l'automne et le printemps, Méry Laurent et Jeanne de Marcy, voisines de galerie aux Folies Bergères, par la magie du coupé-collé d'un Manet un peu collectionneur. La serre. Dans un décor que Zola vient de rendre scandaleux, c'est dans une serre tropicale que sont situées dans la curée les frasques adultères et incestueuses de Madame Saccard, Manet représente le couple Guillemet, dont les mains, si proches, ne se touchent pas. D'aucuns veulent y voir la clé du ménage Manet. Une conjugalité en trompe-l'œil sur un fond un peu scabreux d'atelier. L'union entre la hollandaise plutôt balourde et le parisien svelte et élégant passe, et l'expression va ici au-delà du cliché convenu, pour l'alliance de la carpe et du lapin. Ses origines bataves, la fille de l'organiste de la Grotekerk de Zaltbommel, Carolus Antonius Lenhof, n'aura de cesse de se les voir rappeler.
Clocher nous rapporte qu'à Venise, à la terrasse du Florian, Manet se moque de son beau-père devant Suzanne. Le type du bourgeois hollandais maussade, rondeur, économe, incapable de comprendre un artiste. Suzanne, pas en reste, taquine à son tour son Parisien de mari, qui s'ennuie dès qu'il quitte la capitale. Et ces idiomatiques moulins que Manet place à l'arrière-plan de ses sujets familiaux, le polichinelle ou encore les hirondelles qui réunissent les deux Madame Manet, la mère et sa belle-fille. Plaisanterie douteuse ou délicate attention? Hollandaise et balourde, la solide constitution de Suzanne concentre sur elle toutes les attaques. Un des amis de Manet, ne résistant pas aux mots, nous confie qu'elle est très forte, même sur le piano. Évidemment, pour un Manet qui, du temps de Nana, déclarera que le corset de satin est peut-être le nu de notre époque, Suzanne n'a pas la silhouette de la Parisienne, que l'époque fige à coups de baleine. Les attaques les plus sévères partent du clan Morisot, qui n'en finit plus d'accabler ses rondeurs. Berthe, que pourtant on s'en souvient, Manet avait rencontré au Louvre, copiant quelques félicités plutôt qu'elle épige du vieux maître Rubens, mène le combat en première ligne. Elle appelle, affectueusement bien sûr, Madame Manet, ma grosse Suzanne. Madame Morisot écrit à Berthe, tu es tellement supérieure à Suzanne en tout point que tu ne devrais pas plus penser à elle que si sa grâce, personne n'était pas de ce monde. Ou encore, Manet fait un portrait de sa femme et peine à faire de ce monstre quelque chose de mince et d'intéressant. Manet peintre et Suzanne modèle, c'est là où le bas blesse. Et les biographes de Manet eux-mêmes rejoignent le clan Morisot. Pourtant la nymphe surprise, pourtant la pêche, pourtant cette étude pour un Moïse sauvé des eaux, là Suzanne a inspiré le maître, elle irradie, mais il y a eu l'affaire du déjeuner, l'hypothèse du savon noir, le passage de témoin forcé à Victorine. Depuis, Madame Manet serait carrément irreprésentable. La preuve, Manet n'ose même plus peindre son visage. Et cette manie de peindre Suzanne profil perdu ou carrément de dos, sur la plage, avec son chapeau à bride fétiche, toujours celui du canapé bleu, où elle pose avec Eugène. Eugène, qui dans le jeu de rimes que Manet s'amuse à opérer d'un tableau à l'autre, a repris la position du déjeuner sur l'herbe, redonnant du même coup à Suzanne, même chaudement vêtue, la place qu'elle avait perdue dans un étrange 10 ans après. C'est bien pratique d'avoir toujours auprès de soi, presque sur la palette, un personnage, sujet ou simple élément de composition. Suzanne est sur la palette, Léon aussi d'ailleurs, fermant le deuxième plan sur un balcon à Oloron, ou faisant de la figuration intelligente en jeune homme de la maison auprès de Berthe Morisot, ou en torero auprès d'Eva González. Dans cet intérieur à Arcachon, Suzanne, d'abord seule, doit finalement partager l'affiche avec Léon. La partie droite du tableau a été grattée pour l'y intégrer. Manet réalise même postérieurement une étude pour y réduire encore la place de Suzanne et la noyer dans le mur. Le portrait de Monsieur et Madame Manet, peint par Degas en 1868, représentant Suzanne au piano et Édouard l'écoutant. Manet couvre la droite du tableau d'une grande bande jaune qui fait disparaître quasiment Suzanne, le laissant un peu seul et décadré avec Haydn. Pour justifier l'acte insensé de Manet recadrant sauvagement la toile d'un ami, d'aucuns de ses biographes invoquent la misogynie de Degas, qui n'aurait pas arrangé Suzanne. Sauf que Suzanne, Degas l'aime beaucoup, au point que bien des années après la mort de Manet, elle trônera toujours à la place d'honneur dans son salon, puisqu'il y fera accrocher un pastel la représentant, un certain portrait de Madame Manet sur son canapé bleu. Le marchand de tableaux Vollard est plus crédible quand il écrit que le peintre avait froidement supprimé Madame Manet, sauf un bout de jupe, jugeant qu'il ferait mieux tout seul. Un an après avoir mutilé le tableau de Degas, Manet peint Suzanne au piano raccord. En juxtaposant les deux tableaux, celui de Degas et celui de Manet, on pourrait n'en faire qu'un seul. Mais Manet, comme le dit Vollard, préfère faire tableau à part. Mais retournons dans la serre. Manet en a profité pour faire un portrait de Suzanne.
Du rapprochement des deux tableaux peints dans le même décor, la vraie fausse conjugalité des guillemets, Suzanne seule, naît l'évidence. Il n'existe aucune image, peinture ou photo, représentant le couple Manet, si on accepte la pêche. On comprend mieux du coup la ligne jaune arrêtant net la tentative de Degas. Madame Manet dans la serre sera accrochée dans la chambre conjugale, mais tableau à part. Alors, à quoi pense Madame Manet dans le bleu soyeux de son canapé bleu? À l'état de son mari qu'elle regarde tandis qu'il la peint? Si Manet multiplie les pastels, c'est aussi que les forces commencent à lui manquer pour se lancer dans de grandes compositions. Chez les Manet, on est syphilitique de père en fils. Le père, le regard perdu, la main crispée, présente déjà dans l'icône familiale peinte 2 ans avant sa mort tous les symptômes de la parésie. La démarche hésitante du frère Eugène fait naître des soupçons jusque chez Madame Morisot. Sa syphilis à lui, Édouard l'a contractée au Brésil, le temps d'une courte escale de sa brève carrière de marin, amorcée dans le seul but de calmer les inquiétudes de M. Manet père sur l'avenir de son fils. À la fin des années 70, la maladie gagne du terrain, attaque le corps, comme en témoigne cet autoportrait où il assume crânement la raideur de sa jambe droite. Elle va bientôt l'obliger à se rendre régulièrement à Bellevue pour y suivre des cures hydrothérapiques dans les établissements du docteur Bénibard. Bientôt, Manet, qui ne croit plus trop au bienfait des douches glacées, passe carrément à l'ergot de seigle. Il épuise un regain de vigueur. Ses visiteurs ajoutent que la présence d'une femme, n'importe laquelle, le remettait d'aplomb. De retour à Paris, voici donc défiler dans l'atelier et bientôt sur la toile toutes celles que l'on nomme les papillons de boulevard, pour mieux confondre dans un même éloge leurs prestations sur les planches des théâtres comme sur les banquettes du café Tortoni. La comédienne Hélène André, Jeanne de Marcy, la viennoise Irma Brunner et la mauresque Émilie Ambre, la fausse Valtesse de Labigne et la vraie comtesse Albazzi, Henriette Auxerre, immortelle Nana, Trognette et Suzon. Sous l'effet conjugué d'une overdose d'ergots et de modèles, sa productivité explose. Plus de 140 tableaux entre 79 et 83, le tiers de son œuvre peinte, 65 pastels, les 3/4 de ses pastels, sans compter les dessins, esquisses, aquarelles. Tout y passe, portraits, nus, nature morte, comme cette asperge que Bataille qualifiera avec malice d'enjouée. Les étés, passés en compagnie de Suzanne à Bellevue puis à Rueil, il doit se contenter de croquer le jardin, tout en bombardant de lettres souvent illustrées d'aquarelles lavées, celles qu'il a laissées à Paris. Comme Isabelle Lemonnier, qu'on a découvert chez le père Latuile, et dont Manet a fait 7 portraits, où elle semble prendre de plus en plus d'assurance et de plaisir à poser. Il lui adresse de merveilleuses lettres hommages, comme ce poème illustré à l'influence malarméenne incertaine, à Isabelle, cette Mirabelle, et la plus belle, cette Isabelle. Manet, d'après Françoise Cachin, manifeste à la jeune fille une attention particulière. D'après Éric d'Aragon, la poursuit de ses agaceries. Elle reçoit un prometteur « Si j'avais au moins le modèle devant moi », suivi d'un jaloux « On vous a vu vous promener le soir, avec qui vous êtes bien méchante », le tout enluminé des blasons du modèle des plus chers aux peintres. Madame Guillemet a droit aussi à son lot de poulets illustrés, dont on reconnaîtra aisément le leitmotiv, décliné sous forme de bottines et de petites guêtres. Méry, elle reçoit un plus maussade ou explicite. Quant à la pénitence, ma chère Méry, je la fais comme jamais auparavant dans ma vie. Un dernier été à Rueil, et c'est le retour précipité à Paris, le testament fait à la hâte. Un dernier tableau, le dernier jamais peint par le maître, Suzanne,
dont la robe sert d'écrin au chat de la maison, que Manet vient de croquer dans la même pose sur une lettre illustrée envoyée à Guérard. Suzanne, simple tache de couleur sur la palette de son époux. Suzanne un peu fatiguée par sa veille de garde-malade, mais Suzanne dernier modèle et rétablie 20 ans après Olympia comme sujet de La femme au chat, titre que Manet, dans une ultime ironie, donnera au tableau. Tous les jours, Suzanne dispose de nouveaux bouquets aux quatre coins de l'appartement pour maintenir l'envie. Un dernier bouquet. Le 6 avril 1883, Manet ne peut plus sortir. Le 14, la gangrène se déclare et il est amputé dans la cuisine même de l'appartement de la rue Saint-Pétersbourg. Il meurt le 30 avril. On l'enterre au cimetière de Passy le 3 mai. Après sa disparition, paraît une série d'eaux-fortes avec en couverture un ex-libris de Braquemont, d'inspiration formidablement priapique, tant par sa verticalité affirmée que par l'emplacement judicieux que l'artiste a choisi de réserver à la palette et au pinceau de son ami peintre dans la composition. L'inscription Manet Manbit, pour les noms latinistes reste et restera, vient harmonieusement compléter l'ensemble. Le maître disparu, les modèles s'évanouissent. Eva González, la jeune épouse d'Henri Guérard, meurt d'embolie à 34 ans, en pleine relevaille, 6 jours après la mort de Manet. On y voit un signe. Nina Callias sombre, nous dit-on, dans l'alcoolisme et meurt un peu plus tard, dans une clinique de Vanves. Victorine, elle, survit. Elle peint. Un de ses tableaux sera présenté au Salon de 1885. Et tout se passe comme si on voulait les enterrer toutes dans le tombeau de Manet. On met ainsi beaucoup de zèle à nous décrire la déchéance de Victorine. Qu'elle vende ses œuvres aux terrasses des cafés, et voilà Suzanne Valadon qui la décrit fréquentant l'Élysée-Montmartre, soi-disant comme artiste, pourrait finir tout à fait comme putain. Pourtant, Pissarro, à 50 ans passés, fait de même, sans jamais s'attirer de tels qualificatifs. Dans un moment de gêne, elle écrira cette lettre un peu naïve à Suzanne. Vous savez sans doute que j'ai posé pour une grande partie de ses tableaux, notamment pour Olympia, son chef-d'œuvre. Monsieur Manet me portait beaucoup d'intérêt, et il disait souvent que s'il vendait ses tableaux, il me réserverait une gratification. Je refusais en le remerciant vivement, et en ajoutant que lorsque je ne pourrais plus poser, je lui rappellerais sa promesse. Et Berthe devenue malgré tout une Madame Manet, avec pour viatique les ultimes recommandations de Madame Morisot. Il faut combattre cette partie de nous-mêmes qui nous porte à trop de sensibilité et de mélancolie. Tu dois à ton mari de te parer pour lui et d'être agréable aux autres afin de lui plaire davantage. Berthe, qui connaîtra l'ultime humiliation de se voir préférée comme bru Suzanne. Madame Manet-Mère n'a pourtant jamais pardonné à Suzanne l'illégitime Léon, la poursuivant de sa rancune jusque dans l'exécution du testament d'Édouard. C'est la punition de son crime. Il faut qu'elle la subisse. Elle ne l'en présente pas moins comme modèle à son fils Eugène. Je ne pense pas que l'union de Suzanne ait semblé meilleure. Et tu vois la place qu'elle s'est faite. Berthe s'est mise à peindre son mari, son Manet à elle, son premier et unique modèle masculin. Ce tableau, réalisé pendant leur voyage de noces, nous le montre semblant partager avec son frère un sérieux intérêt pour les jupons. Eugène, Berthe se plaira à le mettre en scène dans des scénettes familiales. Manet, donc faune, mais faune domestiquée. Qu'importe. Julie, sa fille, permet à Berthe d'opérer la fusion secrètement désirée. Julie est Manet jusqu'au bout des ongles. Elle est déjà comme ses oncles. Rien de moins. Quand elle la représentera adolescente au violon, elle inscrira dans le coin gauche du tableau le fameux Berthe allongé. Pour être juste, laissons Julie décrire gentiment le tableau. À gauche, le portrait de maman, par mon oncle Édouard. À droite, le portrait de papa, peint par Monsieur Degas. L'admirable persistance rétinienne de Julie nous renseigne certes sur la disposition réelle du salon familial,
mais n'en souligne que davantage le décadrage opéré par Berthe. Suzanne, enfin. Madame Manette, celle qui reste pour reprendre l'ex-libris. Madame Eugène Manet, elle, restera pour toujours, œuvre oblige, Berthe Morisot. Même en lettres d'or, sur cet incroyable tombeau familial du cimetière de Passy, où se retrouvent les uns sur les autres Édouard, Suzanne, Eugène et Berthe. Ce tombeau, ultime station de l'histoire, dont Léon sera exclu. Léon, qui dépourvu des talents artistiques de ses parents, mais doté d'une solide bosse du commerce, aura consacré sa vie à faire croître et multiplier l'œuvre de son père, quitte à vendre à la découpe ses tableaux, comme cette exécution de Maximilien réassemblée façon puzzle au British Museum, et dont les manques ont servi d'allume-feu, ajoutant ça et là une signature apocryphe, faisant rénover les pastels et compléter les esquisses, avant de marier l'héritière Fanfillon, fille de l'inventeur, aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, de la poudre à faire pondre, et de faire prospérer la contribution révolutionnaire au progrès aviaire et sa situation financière en créant le comptoir général de l'élevage. Alors, à quoi ou à qui pense Madame Manet? À qui d'autre qu'à ce terrible Édouard, cette fois bien vu par Zola, peintre révolté qui adorait le monde, avait toujours rêvé au succès tel qu'il pousse à Paris, avec les compliments des femmes, l'accueil louangeur des salons, la vie luxueuse galopant au milieu des admirations de la foule. À cet Édouard qui voudra toute sa vie tant faire partie de l'orchestre, fut-il composé, comme l'écrit Fervaques d'une manière saisissante à propos du bal masqué, de messieurs en haute forme, l'œil allumé par les truffes et le corton du dîner, la lèvre humide. À ce terrible Édouard, grand maître des natures mortes, dont la cristallisation pourrait être un bouquet de violettes et une asperge enjouée. Oui. À quoi pense Madame Manet? Aux 15 tableaux, dont 10 portraits, sans compter les aquarelles et dessins qui font d'elle la première des modèles du peintre? Au regard amoureux du jeune Manet du temps de leurs 20 ans? Au symbolisme appuyé de la pêche, l'arc-en-ciel, l'union jamais menacée, le chien, la fidélité plus vagabonde, et même le petit Léon dans les lointains, pêcheur ou pêché, à ses 25 ans, au jour du portrait, passé avec Édouard, 25 ans de discrète conjugalité, d'indispensable compagnonnage au bon comme au mauvais jour, qui lui auront valu les piques de quelques esprits forts, mais aussi l'amitié des plus grands. « 25 ans d'une présence à laquelle d'Aragon, grand spécialiste du peintre, rend pleine justice en écrivant « La base de toutes les audaces et de toutes les libertés, Suzanne. » Alors, une dernière fois, à quoi pense Madame Manet sur son canapé bleu? Peut-être tout simplement une de ces sonates de Haydn, que musicalement fidèle à un faune, comme l'écrit Solers, elle va, la pause terminée, jouer encore une fois, divinement ce soir, à son peintre de mari.